Et coucou! On est en direct. Alors pour l'instant, on est toute seule, hein. Personne n'est là. On va attendre quelques minutes. On reçoit une notification comme quoi, effectivement, on est connecté. Donc on va attendre notre invitée ce soir, qui est Célia Pétrissan. Ça va être trop cool. On va pouvoir discuter fiscalité, un super sujet qu'on kiffe tous. Coucou! Célia, elle est là. Il y a Célia qui est là. Alors, qu'est-ce que je dois faire déjà? Normalement, c'est elle qui va oui. participer. Tu fais voir la demande. Lancer un direct avec Célia. Bien marché que l'autre fois. Hey, ça peut pas être pire de toute façon. coucou les amis! Ça va bien se passer. On voit deux, trois textes. Ah, il y a Charlène. Coucou Charlène. Super. Salut. On est trop contente du coup de t'avoir et j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux que la dernière fois. Ben oui. Bon, là, ça y est, là, je capte bien, il n'y a pas de souci. Bon, très bien. Désolée, la dernière fois, ça venait de moi. J'ai eu un petit problème au niveau de mon réseau. Ah ouais? Ok. Bon, je suis ravie d'être là, en tout cas. Merci pour l'invitation. Ok. C'est bon, je prends bien là. Les filles, Tu vas nous voir nous battre. Moi, je vous entends, super, nickel. Bonjour à tous ceux qui sont là ce soir. Donc, coucou Camille. Ça va être vraiment un chouette moment puisqu'on est avec Célia, une invitée et qui était aussi expert comptable et investisseuse. Donc, je te propose que tu puisses te présenter déjà parce que la communauté ne te connaît pas forcément. Super, mais déjà, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Célia Pétrissan. Donc, je suis effectivement expert comptable au niveau de mon activité professionnelle. J'exerce en tout cas à mon compte. Je me suis installée il y a un peu plus de 5 ans. Donc, j'ai fondé le cabinet PMC Expertise Comptable. Donc, on accompagne des entrepreneurs dans leur vie quotidienne concrètement. Et on est un peu plus spécialisé sur les investisseurs immobiliers où on accompagne des investisseurs qui investissent en statut de loueur meublé, professionnel, non professionnel, en statut de SCI, SARL de famille, enfin voilà, tous les types d'investissements, tout type d'investissement immobilier concrètement. Trop bien. Ok. Et voilà, dernière chose juste à titre personnel, vous l'avez dit, mais à titre personnel, j'investis également dans l'immobilier, donc voilà, c'est une thématique qui me passionne également à titre personnel. Qu'est-ce que tu fais dans l'immobilier d'ailleurs, parce qu'on t'a pas posé la question, on va te reposer la question aujourd'hui. Oui, bientôt. On interview ensemble, mais qu'est-ce que tu fais en immobilier du coup? Alors, moi, dans l'immobilier, j'avais commencé déjà il y a quelques années. J'avais investi dans des studios sur la région bordelaise. Aujourd'hui, après, j'ai investi également dans de l'immobilier professionnel, donc dans mes locaux professionnels. Et aujourd'hui, j'investis principalement avec mon conjoint dans des immeubles de rapport. Trop bien. Aussi Bordeaux? Non, alors pas sur Bordeaux, en Aquitaine. Dans le Lot-et-Garonne en fait concrètement, mais non, sur Bordeaux les prix sont excessivement élevés aujourd'hui, comme chez vous hein, à Lyon. Bon. Donc ce soir on va aborder un sujet un peu particulier. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous posent des questions sur la SCI, notamment les investisseurs, et nous on a commencé comme ça, on s'est eu au téléphone d'ailleurs Célia à ce sujet-là. D'abord nom propre, on est content, on comprend comment ça fonctionne au démarrage, on fait 1, 2, 3 investissements et au bout d'un moment on se dit qu'est-ce qui se passe LMP, LMP et après on se dit pas SCI. Ou alors je suis bloquée par les banques au niveau du financement et comment je fais pour continuer. Et voilà, donc, effectivement, ça peut être la suite logique. Ouais, et en fait, à ce moment-là, tout se mélange un peu, il y a plein de questions, donc on s'est mis une petite fiche mémo là juste à côté. L'idée c'est qu'on échanger, de poser 2-3 questions si c'est OK pour toi. Super, avec plaisir. Ok, super. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi investir en SCI? Alors, donc SCI, donc c'est une société civile immobilière, donc c'est une société qui a pour objet de faire de l'exploitation de biens immobiliers, d'acheter pour éventuellement rénover et mettre en location des biens immobiliers. Donc, c'est pas un statut déjà qui est destiné à faire de l'achat-revente. Je le précise, ça c'est une autre activité qui est l'activité de marchand de biens. La SCI, elle a un objet, c'est une activité qui est non professionnelle en fait concrètement. Donc son objet c'est de gérer un patrimoine immobilier. Donc la première chose, c'est que la SCI va permettre d'investir à plusieurs et d'éviter l'indivision. Parce qu'en fait, lorsqu'on investit sans aucun statut, de fait, on est en indivision. Et souvent, la problématique, alors souvent quand on investit à plusieurs, c'est comment on prend des décisions. Quand on est en indivision, il faut tout se prendre à l'unanimité. Et ça pose ensuite des problématiques, hein, forcément, lorsque l'on gère un patrimoine immobilier. Donc,
La SCI a plusieurs avantages, mais l'un de ces avantages, donc, c'est de pouvoir investir à plusieurs, de s'associer et de pouvoir gérer de cette manière. Il y a un gérant qui est nommé et qui va administrer les affaires courantes de la société, concrètement. Ok. Alors, ça répond déjà un petit peu à la question d'après, qui était est-ce qu'on peut investir seul en SCI? Alors, non, on ne peut pas investir seul en principe en SCI. Il faut être au moins 2 associés puisque c'est une société civile. Donc, à minima 2 associés. Par contre, alors c'est un moyen d'investir indirectement seul, c'est d'investir avec une holding et soi-même en quelque sorte. Donc là, on a 2 associés et on est bien, indirectement, on est seul dans sa SCI, mais il y a en tout cas 2 associés, une personne morale et une personne physique. Ouais, c'est effectivement c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et puis après, tu peux t'associer avec n'importe quel type de personne, que ce soit une personne dans ta famille ou autre, ou dans la SCI. Tu me dis si je me trompe. Oui, c'est ça. C'est souvent un statut qui est utilisé. Alors, parce que en fait, quand on commence à investir, on a souvent le statut pour débuter et à privilégier, c'est le statut de loueur meublé lorsque l'on détient les biens en nom propre. Mais là, c'est plutôt quand on reste dans un cadre familial. Dès qu'on sort de la famille et même de son foyer fiscal, l'indivision va souvent poser des problèmes de toute façon de financement pour les banques. Donc là, la SCI, ça commence à être un statut aujourd'hui un petit peu obligatoire dès lors que l'on sort de ce cadre. Parce que l'indivision va poser des problèmes pour le financement. Et de toute façon, aujourd'hui, il y a une nouvelle problématique, c'est le financement tout court. En nom propre, on est de toute façon très rapidement limité puisqu'aujourd'hui, les banques ont des normes du fait du HCSF. On a un ratio d'endettement limité à 35% pour des investissements en nom propre. Alors, il y a quelques cas de dérogation, mais dans le principe, on va être assez rapidement limité pour des investissements en nom propre. Et aujourd'hui, la SCI, à l'impôt sur les sociétés notamment, c'est un moyen pour pouvoir poursuivre les investissements immobiliers par la suite, pour un investisseur un peu plus aguerri. Ouais, tout à fait. Alors, ça fait une super transition. Je crois qu'on avait une question comme ça. Alors, oui. Alors, du coup, je vais t'en poser une autre. Excuse-moi. J'espère que… Tu montres une question? Elle en prendra une autre. On entend dire oui. C'est un peu la galère aujourd'hui de financer les biens en nom propre. Est-ce que c'est plus facile de financer quand tu passes par une SCI? Est-ce que toi, tu as des retours J'imagine qu'avec tes clients, tu as des retours. Pour toi, c'est plus facile d'investir quand on est en SCI? Alors, je dirais que ça dépend parce qu'en fait, dans le principe, les banques ne regardent pas ces critères d'endettement. Donc, l'endettement n'est pas limitant. Enfin, en tout cas, bien sûr, on regarde l'endettement des associés personnes physiques. Mais en tout cas, le critère 35% n'est pas bloquant, en fait, concrètement, en SCI. Mais ça, c'est sur le principe. En fait, les banques, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il n'y a aucune logique. Et les banques, chaque banque applique vraiment des politiques qui sont différentes. Donc aujourd'hui, il ne faut pas chercher la logique entre les différentes banques. Vous avez certaines politiques bancaires qui vous disent nous, on va vous suivre sur un projet en nom propre et pas en SCI. Et inversement, on va avoir une banque qui va vous dire nous, on vous suit en SCI, mais pas en nom propre sur le même projet. Donc aujourd'hui, c'est très difficile d'aller chercher une logique au niveau des établissements bancaires. Ouais, tout à fait. Et la logique, c'est trouve la banque qui te finance, en fait. Que ce soit en SCI ou en propre. Voilà. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis pour être moi-même en ce moment en recherche de financement. Et je vois pas mal de banquiers différents et de banques différentes qui me disent tout est son contraire. Du style, quand on investit en SCI dans telle et telle dans telle ou telle banque, ça compte dans l'endettement personnel. Non, mais SCI, ça compte pas du tout. On n'est pas soumis aux normes HCSF. Du coup, en fait, tu te perds un petit peu dans tout ça. Et en fait, tu te rends compte que, in fine, la moralité, c'est que chacun fait ce qu'il veut. C'est à peu près ça. Oui, l'important, c'est de trouver une banque qui vous suit. Et en tout cas, dans le principe, normalement, investir sous forme de société permet de sortir de ces critères assez limitants. Après, on a aussi l'investissement sous forme de société commerciale, SAS ou SARL. D'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui, vous avez des banques. Là, j'avais l'exemple par exemple du Crédit Agricole. Jusqu'à il y a quelques mois, ils suivaient en SCI à l'IS sans être contraints par la réglementation. Si vous aviez des holdings au-dessus, aujourd'hui, ils vous disent non, SCIS, on est obligé d'appliquer les normes du HCSF, donc on peut pas vous suivre. On vous suit, mais par contre, ça va être en SARL.
Voilà. Bon, c'est pour ça que ça évolue de semaine en semaine et de mois en mois en fonction des banques. L'important, c'est de trouver un partenaire bancaire qui va vraiment suivre votre projet. Et après, en définitive, peu importe que l'on vous suive en SCI, à l'IS ou en SARL ou en SAS, l'important, c'est que votre projet passe concrètement. Ouais, merci pour ce petit rappel. L'important, c'est que le projet passe. Et peu importe la structure, au bout d'un moment, on y va, quoi. Ok, alors. On peut peut-être revenir du coup sur quels sont les avantages et les inconvénients d'investir du coup en SCI. Alors, effectivement, il y a des avantages, des inconvénients, comme toute structure. Hein, il n'y a pas forcément une structure qui est mieux qu'une autre, sinon effectivement, tout le monde investirait sous ce statut. Alors là, ici, il faut savoir déjà qu'il y a deux options possibles, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Donc, dans ce cadre-là, on va être dans deux structures complètement différentes en termes de fonctionnement. Donc, lorsque l'on a l'impôt sur le revenu, c'est comme si on investissait en nom propre, en location nue, concrètement. On est sur la fiscalité des revenus fonciers. Là, la grosse problématique, c'est la fiscalité, parce que concrètement, vous avez peu de charges qui sont déductibles et vous ne pouvez pas amortir le bien immobilier. Donc, en dehors de travaux spécifiques, dans cette situation, vous avez nécessairement des résultats imposables et ces résultats, ils sont fiscalisés à chaque fois à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Donc, impôt sur le revenu, quand on dépasse 26 000 € de revenus à l'année, on est déjà à 30% de tranche marginale. Donc, les résultats, ils sont imposés éventuellement donc à 30% dans ce cas-là, plus les prélèvements sociaux, 17,2%, quasiment 50%. Donc, c'est excessivement élevé en fait. Ensuite, vous avez la SCI à l'IS. L'intérêt, ça va être de pouvoir déduire davantage de charges. Toutes les charges liées à l'exploitation du bien sont déductibles. Peu importe la nature des travaux, les travaux seront toujours déduits via les amortissements, même s'il s'agit des travaux de reconstruction, ce qui n'est pas le cas en SCI à l'IR d'ailleurs, où il faut faire très attention sur les travaux déductibles. Donc à SCI à l'IS, tout est déductible. Tout ce qui est lié à l'exploitation est déductible. On amortit le bien, donc on réduit très fortement l'assiette imposable. Et s'il reste du bénéfice, ce bénéfice, il est fiscalisé à l'impôt sur les sociétés, qui est de 15% jusqu'à 38 000 € de bénéfice et 25% au-delà. Donc l'intérêt, c'est que s'il y a des bénéfices, c'est la société qui paye de l'impôt sur les sociétés. Il n'y a rien qui redescend automatiquement au niveau de l'impôt sur le revenu personnel des associés. Ouais. J'ai cru comprendre que du coup, la première tranche à 15% est en train de... On va voir. Au niveau des SCI. Oui, alors effectivement, dans le projet de loi de finances, il y a un amendement pour l'instant qui vise à supprimer le taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15% pour toutes les sociétés à prépondérance immobilière. Mais là, le projet, la loi de finances est en débat actuellement. Bon, c'est un petit peu là pour l'instant, c'est difficile d'avoir de la visibilité, donc il faut attendre la fin de l'année pour avoir une réponse définitive. C'est hyper intéressant. Donc, ça voudrait dire que toutes les personnes qui ont eu évidemment une stratégie où on faisait par exemple un immeuble dans une SCI, à chaque différente pour pouvoir éviter de payer ça tombe un peu à l'eau parce que demain tu pourras mettre tous tes immeubles dans la même SCI. Oui, tant que c'est bon, ils en ont profité jusqu'à maintenant quand même. Oui. Entre autres, effectivement, cette stratégie tomberait effectivement un petit peu à l'eau, effectivement. Donc là, faut attendre à la fin de l'année pour voir effectivement si la mesure est définitivement adoptée. Ouais, c'est en cours de discussion. Trop bien. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur les avantages et inconvénients? Il y a la notion peut-être de plus-value à la revente, qui est différente en particulier. Oui, c'est ça. C'est que, alors, l'IR, la SCI à l'impôt sur le revenu, l'avantage, c'est qu'on est sur un régime de plus-value des particuliers. C'est-à-dire que globalement, plus on détient le bien longtemps, plus on va avoir des abattements pour durée de détention. Ce qui fait qu'au-delà de 30 ans, lorsque l'on revend le bien, on n'a plus de plus-value à payer, ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux. On n'a rien à payer au-delà de 30 ans sur la plus-value. À l'impôt sur les sociétés, le calcul est différent puisqu'on est sur un régime de plus-value des professionnels. Et en fait, si vous avez une plus-value, globalement, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés. Et autre chose, le calcul de la plus-value se fait non pas sur la réelle plus-value économique, mais en fait sur la différence entre le prix de vente et ce qu'on appelle la valeur nette comptable. Donc, ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que si on amortit totalement un bien, c'est-à-dire qu'on amortit un bien, c'est qu'on le passe en charge chaque année. Donc, si au bout de 30 ans, on a totalement amorti le bien immobilier, le calcul de la plus-value sera fait, en fait, non pas sur la réelle plus-value, mais sur le prix de vente en totalité.
Donc, le calcul de la plus-value sera très élevé à la sortie en SCI à l'impôt sur les sociétés. Voilà. Parce que du coup, la valeur nette comptable sera de 0 en fait. C'est ça, c'est ça. On aura totalement amorti le bien, on aura 0 en valeur nette comptable et donc un gros montant qui va être soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est un calcul à faire en fait. Du coup, savoir si tu payes un petit peu d'impôts chaque année ou si tu payes beaucoup d'impôts. Alors, oui et non, en fait. C'est-à-dire, oui, c'est un calcul à faire parce qu'effectivement, soit en gros, on paye de la fiscalité immédiatement et ça limite la fiscalité le jour de la revente en SCI à l'impôt sur le revenu. Et en SCI à l'impôt sur les sociétés, on paye rien ou quasiment rien. Et par contre, le jour où on revend, la fiscalité est très lourde. Mais il faut quand même voir les choses. Est-ce que à l'impôt sur le revenu, on est en capacité de payer la trésorerie? Parce que moi, j'ai certaines personnes qui me disent, moi, je veux être à l'impôt sur le revenu, je veux payer mes impôts tous les ans et pas différer la fiscalité. Oui, mais la question, c'est que est-ce que chaque année, vous êtes en capacité de payer de payer l'impôt sur le revenu? Parce que l'impôt sur le revenu peut être très élevé en fait. La fiscalité peut être excessivement élevée en fait, parce que en fait, à l'impôt sur le revenu, on peut être imposé sur un flux de trésorerie que l'on n'a pas. Parce que, en fonction de la rentabilité du bien, on encaisse un loyer, mais en contrepartie, on a un remboursement de crédit à effectuer. Donc, parfois, on a très peu de trésorerie ou très peu de net. Et en fait, on est quand même imposé sur ces loyers, même si on n'a pas de trésorerie. Ouais. Ouais, et on se retrouve à faire un effort financier tous les mois. Et oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, complètement. Donc voilà, la question se pose déjà au niveau d'un investissement immobilier. Déjà, il faut faire le point. Combien ça coûterait à l'impôt sur le revenu et est-ce que techniquement, on est en capacité de payer cette fiscalité chaque année? Parce que si c'est pas le cas, de toute façon, il faut opter pour l'impôt sur les sociétés. Oui, puis est-ce qu'on est capable de le faire et puis est-ce qu'on veut le faire aussi? Parce que si je fais un investissement, je sais pas moi, qui peut générer du cash flow. Et en fait, du coup, en SCI LIR, tu te retrouves à devoir payer les impôts et tu n'es pas en cash flow positif, tu es en cash flow négatif et devoir faire un effort financier tous les mois. Et c'est peut-être l'inverse de ce que tu cherchais en faisant un investissement immobilier, quoi. Ah oui, c'est sûr, parce que la fiscalité, quand on fait la simulation, ça peut être excessivement lourd. Alors qu'à l'impôt sur les sociétés, effectivement, la fiscalité est différée, mais si par exemple vous revendez un bien au-delà de 30 ans, un bien qui est totalement amorti, alors oui, c'est vrai, la fiscalité va être très lourde, mais d'un autre côté, vous avez aussi la trésorerie puisque vous avez remboursé votre crédit. Donc, bon, c'est sûr qu'elle est très lourde à la sortie, mais bon, en même temps, est-ce qu'on peut faire autrement? Je suis pas. Enfin voilà, faut faire la simulation en tout cas pour savoir de quel montant on parle chaque année. Mais en tout cas, un profil d'investisseur plutôt jeune qui achète avec un crédit immobilier va de toute façon s'orienter vers l'impôt sur les sociétés et surtout s'il souhaite poursuivre l'investissement immobilier parce que sinon il sera de toute façon très rapidement arrêté par la fiscalité. Ouais. Donc ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est si tu as envie d'enchaîner dans l'investissement immobilier, il vaut mieux une SCI, pardon, à l'IS. Ok. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment est-ce qu'on doit penser à investir en SCI plutôt qu'en nom propre? Quel est le... Enfin, tout le monde pose la question, quel est le bon moment? Non, alors déjà, il n'y a pas forcément de règles. Ça va dépendre déjà aussi de son profil. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin des revenus immobiliers ou pas? C'est-à-dire que, en fait, concrètement, quand vous investissez en nom propre, l'avantage, c'est que vous appréhendez les revenus immobiliers. C'est-à-dire que tout ce qui rentre en gros sur le compte bancaire, chaque année, on paye sa fiscalité, mais tout ce qui est sur le compte vous appartient, en fait. Dans la poche. Voilà, dans la poche. En SCI, c'est différent. C'est-à-dire, si la société fait des bénéfices, l'argent est encapsulé et au niveau de la SCI. Si on veut les prendre, il faut se verser des dividendes. Donc, c'est-à-dire que si plutôt l'investissement immobilier a pour objectif de vous générer des revenus complémentaires immédiatement, le nom propre, ça peut être une bonne solution puisque vous pouvez appréhender directement les éléments. Par contre, si pour vous, l'objectif de votre investissement, c'est de développer votre patrimoine immobilier, vous n'avez pas nécessairement besoin de ces revenus, la SCI peut être une bonne solution. Surtout si vous êtes très fortement fiscalisé à l'impôt sur le revenu personnel. Dans ce cas-là, vous n'avez aucun intérêt à percevoir des revenus immobiliers dont vous n'avez pas forcément besoin. Du coup, vas-y. C'est intéressant ce que tu dis. C'est que dans ce cas, il est peut-être possible de faire un combo, d'avoir des paiements en LMNP de cash flow et d'avoir des paiements en
SCI que tu laisses de côté. Oui, c'est ça. L'intérêt surtout de la SCI et d'autres sociétés commerciales à l'impôt sur les sociétés, c'est vraiment de capitaliser, c'est-à-dire de pouvoir réinvestir les sommes, pouvoir s'en servir pour un nouvel apport, pour un nouveau projet immobilier, soit au sein de cette même SCI, soit au sein d'une nouvelle SCI ou d'un autre projet. En fait, l'intérêt vraiment, c'est le réinvestissement, on va dire, capitalisé sur la durée et se constituer un patrimoine. Oui, parce qu'à ce moment-là, tu ne sors pas l'argent, donc tu ne passes pas par la case fiscalité. Et du coup, tu as un pouvoir je ne veux pas dire un pouvoir d'achat, mais tu as une capacité financière qui est plus importante, du coup. C'est ça, exactement. Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que la SCI aussi, elle peut être moteur par le biais, par exemple, d'une holding. On s'avance un petit peu, ce sera peut-être l'objet d'un autre live. Par le biais d'une holding, elle peut apporter des fonds peut-être à une holding, la faire redescendre pour reconstruire une nouvelle société, par exemple commerciale, ou alors une SCI. Et tu peux faire des mouvements financiers. Et ça, c'est vachement intéressant, en fait. Et optimiser tout ça. Oui, après, c'est ça, c'est le schéma pour investir, c'est très puissant en fait. Quand on a une société qui génère du cash, que ce soit une SCI, alors la SCI, il faut vraiment qu'elle génère qu'il y ait une forte rentabilité, puisqu'il faut qu'elle génère du résultat après amortissement pour pouvoir éventuellement remonter cette trésorerie. Donc, il faut voir de quoi on parle sur les SCI. Nous, on n'aura pas forcément tendance à proposer la constitution d'une holding au démarrage d'une SCI. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas forcément de cash à remonter à la holding et si vous souhaitez pas si vous n'avez pas de cash à remonter, il n'y a pas d'intérêt à avoir une holding au-dessus. Par contre, là où le schéma est vraiment intéressant, c'est que quand vous avez une société, par exemple une société d'exploitation ou même une SCI qui génère beaucoup de cash, si vous avez du cash, cet argent, si vous avez une holding au-dessus, peut être remonté à la holding et vous ne payez quasiment pas de fiscalité grâce au régime mère-fille. Cet argent est remonté directement à la holding et ensuite la holding va réinvestir soit dans un projet immobilier, soit dans un nouveau projet d'entreprise, par exemple, ou soit dans du patrimonial, soit dans des investissements financiers, par exemple, également. Ouais, c'est hyper intéressant. Je pense que ça fera l'objet d'un autre live parce que c'est très ça. Ouais. Par contre, j'ai une petite question quand tu parles de SCI qui génère du cash. Est-ce que tu peux peut-être préciser parce que je pense qu'on confond deux choses. Il y a la SCI qui génère de la trésorerie, de l'argent sur le compte, mais comptablement, avec les amortissements, elle n'est pas bénéficiaire, elle est déficitaire. Ou alors la SCI qui est bénéficiaire. Alors, c'est surtout bénéficiaire sur le long terme parce que du cash, effectivement, on peut aussi en avoir lorsqu'on achète le bien, qu'on fait un différé. Si vous faites du différé, concrètement, vous remboursez pas le crédit sur par exemple, la première ou les 2 premières années, vous allez générer de la trésorerie. Donc, de toute façon, effectivement, là, pour le coup, si vous avez une holding au-dessus, vous pouvez quand même prêter de la trésorerie à une autre structure à partir du moment où on est au sein du même groupe. Mais on ne remontera pas des dividendes, en fait, puisqu'il n'y aura pas de résultat qui a vraiment été généré. Mais on peut quand même prêter de l'argent. Donc, par contre, vraiment, pour s'en servir dans la durée, il faut que la SCI génère du résultat bénéficiaire. Et du résultat bénéficiaire, c'est donc votre chiffre d'affaires, vos loyers, moins toutes vos charges, y compris l'amortissement. Le résultat, vous le soumettez à l'impôt sur les sociétés, donc les 15% ou les 25% au-delà de 38 000 euros. Et ensuite, ce bénéfice, il est éventuellement distribuable, soit sous forme de dividende, ou soit, si c'est sous forme de dividende dès que vous avez une holding au-dessus, ça remonte sur la holding. Mais c'est-à-dire que, attention, en fonction de la rentabilité, toutes les SCI ne génèrent pas forcément un résultat bénéficiaire, surtout pendant la durée de l'amortissement. Ouais, ça c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai que comment dire, il y a une subtilité, elle est importante. Tu te dis mais j'ai de l'argent sur le compte. Bah oui, mais ta SCI, elle n'est pas bénéficiaire. Oui, par contre, du coup, tu peux pas te verser de dividende. Par contre, tu peux quand même remonter la trésorerie via la convention, via la. Oui, c'est pas régime Murphy, mais c'est un prêt de trésorerie en fait. Concrètement, comme on est au sein d'un groupe, on peut prêter de la trésorerie et effectivement, on peut faire un prêt de trésorerie. Ça, c'est possible. Ok. Qu'il faut rembourser du coup. En théorie, ça se rembourse. Après, bon, quand on est au sein d'un même groupe, voilà, il n'y a pas vraiment de problématique, mais effectivement, on peut faire un prêt. Ouais. Ok. Alors, peut-être celle-ci. Alors, une SCI, combien ça coûte? Grande question. À peu près. Alors, pour la création, pour la gestion annuelle? Les deux. Oui, les deux, ouais. Pour qu'on ait une idée.
Alors, je vais vous dire, alors déjà la création, à peu près nous ce qu'on pratique au cabinet, et après, et effectivement, les honoraires sont libres dans notre profession. Donc pour la constitution déjà, il y a 300 € de frais légaux à peu près qui sont incompressibles. Donc ça c'est frais de publicité légale et frais de greffe. Ensuite, pour la rédaction des statuts et la réalisation des formalités, ça va dépendre si vous faites les formalités vous-même, ça peut vous coûter 0 si vous savez faire toutes les formalités, si vous avez le temps de le faire concrètement. Et après, en fonction de votre prestataire, soit vous faites appel à un cabinet en ligne ou un cabinet de juriste en ligne ou un cabinet d'avocats. Donc après, les formalités, le coût va varier entre peut-être 200 €, 250 ou 300 € pour un service en ligne et 1000 €, 1500, voire 2000 € si vous faites faire par un avocat concrètement, je pense. Ok. À peu près, c'est pour donner un ordre de grandeur. Après, il faut savoir que à tarif, enfin, vous avez des tarifs qui sont différents, mais vous avez des prestations qui sont également différentes. C'est-à-dire qu'un service en ligne, vous allez avoir des statuts qui vont être très standardisés. Il va n'y avoir aucune personnalisation. Et si vous faites appel à un avocat qui va vous rédiger plus précisément des clauses et spécifiquement, vous allez avoir un peu plus de conseils sur la création de votre SCI. Ok, alors c'est hyper intéressant. Je vais divaguer, mais ça me ressemble pas du tout. Je suis pas du tout dans ma personnalité. Jamais. Du coup, là, tu dis, si vous faites appel à un avocat, vous pouvez avoir peut-être des statuts un peu plus poussés, un peu plus différents. Alors, la question est un peu... C'est pas grave, je vais la poser quand même. Avocat, notaire, voilà. Ouais, Voilà. expert comptable. Comment tu te dis, dans ta vie d'investisseur, il faut que j'aille voir un avocat fiscaliste plutôt que mon expert comptable? Est-ce que... Voilà, est-ce qu'il est vraiment opportun ou voilà, comment tu sens les choses, toi, vu que tu es dans la profession? Bah, déjà, ça va dépendre de votre demande et de votre situation familiale. Par exemple, bon, si vous investissez en famille, madame, monsieur, et que votre objectif est peut-être de transmettre plus tard à vos enfants, au départ, il y a moins de problématiques que, par exemple, sur un couple qui est remarié. La question à se poser, c'est toujours, en cas de décès, qui c'est qui hérite, qui rentre dans la SCI, est-ce qu'il y a un agrément au niveau des parts sociales? Voilà, quand on est dans une situation un peu plus compliquée, c'est important aussi de protéger les associés, de se protéger mutuellement au niveau de la SCI. C'est surtout ces clauses qui sont importantes en fait. Est-ce qu'il y a des clauses d'agrément? C'est-à-dire que est-ce que les associés peuvent librement céder les parts à un associé tiers? Ou est-ce que, même chose, est-ce qu'il y a un agrément prévu en cas de décès? C'est-à-dire qu'en cas de décès, les parts sociales de chaque associé vont dans sa succession concrètement. Et donc, dans la SCI, il peut y avoir ou pas des clauses d'agrément pour les ascendants et pour les enfants. Donc ça, c'est une possibilité. Donc, s'il y a une clause d'agrément, ça permet de protéger la personne qui reste au sein de la SCI, par exemple. Ok, donc là, effectivement, on rentre dans du technique à partir du moment, effectivement, où... Parce que souvent, on a la question, quand on commence à avoir une situation familiale qui peut, j'ai pas envie de dire complexe, mais qui est quand même oui, pas simple, peut-être des remariages, des enfants, d'un au mieux se faire conseiller par un avocat fiscaliste, selon toi? Oui, oui, en fait, c'est ça. Je pense que quand vous avez des questions spécifiques, je pense que c'est bien, c'est toujours bien de faire appel à un professionnel, un service en ligne. Vous rentrez vos informations, on vous envoie les statuts, vous savez pas ce qu'il y a dedans concrètement. Voilà, c'est fait à moindre coût, mais bon, forcément, vous n'avez pas le service qui va derrière. Ok, ben génial. Pour ce point-là, alors ensuite, ah oui, bon, tu nous as un peu répondu. On a parlé déjà un petit peu. Ouais. Mais c'est pas grave, on peut remettre la question sur la table. Moi, j'aime bien. Alors, la question que j'ai envie de te poser, à 1000 $. c'est la question à 1000 $. C'est aujourd'hui, comment on fait pour sortir les sous-sous d'une SCI quand on est investisseur et qu'on se dit, ouais, ok, je vais aller voir la banque, j'investis en SCI, comme ça, je suis plus soumis aux normes HCSF et au taux maximum. Comment on fait pour sortir l'argent après? C'est ça. Oui. Alors, il y a deux possibilités. Vous avez donc, il faut déjà effectivement faire des bénéfices. Alors, dans le cas où vous faites des bénéfices, on l'a vu, vous payez l'impôt sur les sociétés et le résultat, le solde, est éventuellement distribuable. Donc, lorsque vous distribuez des dividendes, vous êtes soumis à la fiscalité au prélèvement à la source de 30%. Donc, ça, c'est dans le pire des cas, 30%, c'est au maximum 30%. Si vous êtes non imposable, vous pouvez payer un peu moins parce que dedans, il y a un prélèvement forfaitaire. Donc, sinon, vous pouvez opter pour l'impôt sur le revenu, ça peut vous coûter un peu moins cher. Mais au maximum, c'est 30% de fiscalité à la source, concrètement, sur la fiscalité des dividendes. Pardon?
La flat tax, 30%. Oui, c'est ça, la flat tax. Donc ça, c'est l'un des moyens de sortir, de rémunérer, en tout cas, les détenteurs du capital de la SCI. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes à 50-50, les dividendes, ils vont entre les deux associés à 50-50. Okay. Ensuite, il pourrait y avoir un autre moyen de rémunération, c'est-à-dire une rémunération pour le dirigeant, concrètement. Donc ça, on le rencontre très peu souvent parce qu'en fait, bon, globalement, les SCI sont souvent des sociétés patrimoniales où il n'y a pas forcément de rendement extrêmement élevé. Mais quand on se professionnalise, quand on a des projets immobiliers avec des fortes rentabilités, que l'on intervient, où c'est vraiment notre activité professionnelle, on peut tout à fait se verser une rémunération pour la gestion que l'on fait au sein de la SCI. Et donc, dans ce cas-là, si pour la rémunération en tant que gérant de la SCI, si on est associé de la SCI, on va être sur le régime des travailleurs indépendants, la Sécu des indépendants. Donc, vous aurez à peu près 50% de charges sociales. Donc, c'est-à-dire que concrètement, si vous vous rémunérez, vous prenez 1000 euros net, vous avez en plus 500 euros de charges sociales à prévoir. Ça va vous coûter 1500 euros chargés. Ok. Là, on est au RSI. Enfin, oui, c'est ça, c'est l'ancien RSI. Aujourd'hui, ça dépend de la Sécu des indépendants. Exactement. Le nom a changé, mais le fonctionnement est le même. Donc, c'est ça. Moi, j'ai une question qui me vient et qui je pense, peut être demandée. C'est est-ce que, par exemple, tu peux te mettre en auto-entreprise et facturer la SCI pour une prestation de gestion en fait, de la SCI? Est-ce que c'est possible ça? Non, c'est hyper border en fait. Parce qu'en fait, ça pourrait être. Ah, c'est-à-dire, c'est un peu. Alors, attends, ça a coupé. Attends. Ça peut être considéré comme. T'as dit que c'était hyper border. Oui. Bizarrement, le son a coupé. Oui, non. Ça pourrait être concrètement considéré comme un abus de droit parce qu'en fait, c'est un peu un montage qui est fait pour éviter l'impôt, concrètement. C'est-à-dire qu'on on fait facturer, on est auto-entrepreneur et on facture sa SCI, tout ça pour éviter de se rémunérer directement pour la SCI au titre de son activité de gestion de la SCI et de payer les cotisations sociales. Voilà. Parce qu'on a moins de cotisations sociales en tant que micro-entreprise. Donc, ça s'appelle un abus de droit, concrètement. Voilà. Donc, par contre, ce qui pourrait être fait, mais il faut que ce soit fait intelligemment, c'est-à-dire que ça pourrait être prévu une rémunération directement sur la SCI. Et si à titre personnel, par exemple, on est artisan dans le bâtiment, on est en micro-entreprise, on pourrait tout à fait facturer sa SCI pour des travaux qui sont réalisés. Mais là, il faut justifier juste que ce soit de la facturation réelle. Et à ce moment-là, il faut aussi, logiquement, que l'on ait d'autres clients qu'on facture d'autres clients avec son auto-entreprise et qu'on facture pas que sa SCI, parce que si on facture que sa SCI, c'est de la rémunération déguisée en fait. Hein. Monoclient. Client, rémunération déguisée, abus de droit. Déguisé. Ok. Je crois que tu peux le faire si tu es en holding. Là, c'est plus facile de le faire, non? Alors, quand on est en holding, on peut prévoir des prestations de ce qu'on appelle des management fees. En fait, on refacture. En gros, on se rémunère. Mais alors là, il faut avoir plusieurs structures qui génèrent, qui génèrent quand même de l'activité. En tant que dirigeant, en fait, on est rémunéré directement au niveau de la holding et concrètement, on a une convention de ce qu'on appelle les management fees où, en fait, sa rémunération, elle est dispatchée entre les différentes sociétés en dessous. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de son temps, on va facturer 70% de la rémunération à la société A, 10% à la société B, 10% à la société C, etc. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc ça, c'est pour une gestion un petit peu plus lourde et ça nécessite forcément d'avoir plusieurs sociétés en dessous de sa holding et que sur chaque société, ça nécessite un temps d'intervention et une refacturation de la rémunération. Mais après, c'est un moyen, ça peut être un moyen et effectivement, dans ce cas-là, on parle de holding animatrice. C'est-à-dire que la holding facture des prestations de services à ses filles. Ouais. Ok, donc ça, c'est super intéressant. Mais néanmoins, si elle facture des prestations de services à ses filles, elle récupère l'argent, la holding, mais derrière, il faut bien récupérer l'argent de la holding. Ah, mais c'est pareil. Hein. Du coup, sur la holding, vous êtes rémunéré, donc après avoir le statut en fonction de sa forme, si vous êtes indépendant ou travailleur ou assimilé salarié, mais oui, même chose. Hein. Vous avez une rémunération sur la holding, il y a des charges sociales. Tout à fait.
Donc, même en essayant de tourner le truc dans tous les sens, il faut toujours passer par cette case fiscalité. On est bien d'accord? Oui, ou sinon tu vis Oui. d'amour, tu ne payes pas. Oui. Avec ton LMNP, quoi. Voilà, c'est ça. Tu prends la trésorerie directement sur ton LMNP ou ton Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Ok. Après, voilà, sur la SCI, on peut déduire des frais qui sont liés à son activité professionnelle. Donc, on va pouvoir déduire notamment des indemnités kilométriques. Si on fait des déplacements dans le cadre de sa société, si par exemple, le temps des travaux, on fait beaucoup d'allers-retours pour aller acheter les matériaux, faire les travaux. Donc, ça, c'est des frais qui peuvent être déductibles. Les péages également. Par exemple, si vous avez besoin de vous loger sur place quand vous faites les travaux, vous pouvez déduire également les frais d'hôtel pendant les travaux. Enfin voilà, ensuite, tout ce qui est lié vraiment à la gestion de la société est déductible sur la société. Ouais, ok. C'est hyper intéressant. Merci pour tous ces retours. Je te propose qu'on réponde aux questions parce qu'on voit qu'on a des petites questions. Moi, j'avais une question aussi peut-être sur location nue, location meublée, SCILR, SCILS, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. C'est sûr. Oui, alors, rapidement, oui, c'est ça, c'est important. Rapidement, ce qu'il faut noter, c'est qu'en SCI à l'IR, c'est pour de la location nue. Si vous faites de la location meublée, automatiquement, la SCI va être à l'impôt sur les sociétés. Et autre chose, en SCI à l'impôt sur les sociétés, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez faire de la location nue, de la location meublée, louer des locaux commerciaux. Tout est sous le même régime fiscal, il n'y a pas du tout de problématique. C'est ça. Du coup, c'est beaucoup plus flexible. Oui. Ouais, c'était pas si long que ça. Oui, je pensais que tu voulais rentrer dans le. Non, alors déjà, c'est spécifié que tu peux pas faire de meublé en SCI à l'IR. Parce que les gens posent la question. Mais voilà. Ouais. Non. Enfin, vous pouvez, il y a une limite, hein, mais bon, de fait, il faut pas en faire. Hein. Ouais. Déjà, juste avant d'aller sur les questions, je tiens à te remercier pour la qualité des enseignements. Bah, ça, c'est au global. Hein, merci pour les questions déjà, c'est parce que j'ai de bonnes questions. C'est réel, ils sont hyper, en plus d'être pertinents, ils sont très pédagogiques et ça, c'est une qualité quand on est un expert comptable. Accessible, ouais. Je pense que c'est un peu compliqué parce que quand tu es dans ton monde et que tu maîtrises ta compétence, c'est difficile de redonner la connaissance de manière pédagogique. Et voilà, je tiens à te dire merci parce que c'est très clair. Donc, c'est très cool. Alors, on a une petite question de Aurore. Aurore, que conseilles-tu si une personne sur les deux gère la totalité de la SCI? Alors, est-ce qu'il faudrait faire 1% pour l'un et 99% pour l'autre? Oui, alors là, c'est justement, c'est une question intéressante et ça permet de voir les différents modes de rémunération. C'est-à-dire que dans la SCI, vous pourriez tout à fait être à 50-50. C'est-à-dire que vous endettez, vous êtes caution à 50-50 au niveau de la banque, donc chacun a 50% du capital. Mais par contre, si l'un des deux gère vraiment, fait toute la gestion locative, les entrées, les sorties, etc., fait toute cette gestion locative, on pourrait lui prévoir une rémunération au sein de la SCI. En fait, concrètement. Et là, on dissocie vraiment la gestion de la SCI avec une rémunération pour la gestion courante de la société, de la rémunération du capital, c'est-à-dire qu'après, si après rémunération du gérant, on a toujours des bénéfices, on peut toujours verser des dividendes et donc les dividendes, ils se distribuent en fonction de la répartition au capital social. Est-ce que toutes ces notions-là, elles doivent être écrites de manière à ce qu'il n'y ait pas alors oui, ça c'est pareil, c'est prévu dans les statuts en fait. Donc de toute façon, la répartition au niveau du capital social se décide au démarrage en fait. Quand vous rédigez votre projet de statut, vous avez bien la répartition. Donc effectivement, si vous constituez une SCI avec 1 000 euros, si l'un met 100 euros et l'autre met 900 euros, il y a une répartition avec 90-10 concrètement. Donc ensuite, celui qui a 90%, il a le droit à 90% des dividendes éventuellement. Mais ensuite, on peut très bien avoir une gestion différente. C'est-à-dire que théoriquement, on pourrait avoir quelqu'un qui a 90% des parts de la société, mais le minoritaire qui a que 10%, il pourrait être gérant de la société. D'accord. Donc, alors qu'il a que 10%, il pourrait se prendre la totalité, enfin une grande partie des dividendes parce que c'est lui qui a la gestion, si c'est écrit.
Voilà, c'est ça, mais ça serait pas ça serait pas des dividendes, il serait rémunéré au titre de sa gestion. Ah oui, C'est Et ça. donc ça, même chose, ça peut être défini au niveau des statuts et au niveau de l'Assemblée générale où chaque année, on peut voter et définir la rémunération du gérant de la société, en fait. Ah oui, donc ça peut changer d'une année sur l'autre. Ouais. Donc en fait, Exactement. si on doit retenir quelque chose, c'est que les dividendes, dans tous les cas, c'est versé selon la répartition du qui a été capital. faite au départ dans la SCI. Mm. Après, on peut rajouter une rémunération complémentaire pour un dirigeant et que ça, c'est voté et que ça peut évoluer chaque année. Oui, voilà, c'est ça. Par exemple, une année, c'est moi qui gère, donc c'est moi qui prends la rémunération. Et l'année suivante, finalement, c'est, je sais pas, mon chéri qui gère. Ça switch, ça, on peut le faire. Oui, ça, on peut le faire. C'est juste que ça vous oblige à vous affilier au régime des indépendants et après à vous radier. Donc, c'est jamais dans la pratique. Okay. Si vous avez déjà été indépendant, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Mais, Oui. mais dans le principe, oui, dans le principe, on peut tout à fait faire ça. On vous affilie et ensuite on vous radie. Vous n'avez plus de rémunération au titre de la gestion de la SCI. Exactement. Ok. Nickel. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Merci à vous trois. Vous êtes les meilleurs. Oh, C'est merci. ça. Je suis complètement d'accord. Bon, C'est ouais, Aurore. nickel. Merci. Il y avait On est d'autres d'accord. questions. C'est le moment. N'hésitez pas à les mettre en commentaire et Célia, ce sera un plaisir d'y répondre. Avec plaisir. Bon, en tout cas, Après, si vous le mettez le live en rediffusion, et s'il y a des questions en dessous, j'essaierai de répondre autant que ah possible bah ok, et cool. aux commentaires. On va te taguer. Du coup, comment on te retrouve? Donc, de toute façon, tu as ton compte qui est tagué normalement. Si on a envie de travailler avec toi, Oui, deux possibilités. Soit vous me contactez, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, soit vous me contactez directement au cabinet. C'est le cabinet PMC Expertise Comptable. Et voilà, on vous propose toujours un premier rendez-vous gratuit de conseil sans engagement, où on peut déjà vous renseigner sur vos premières questions sur, par exemple, un projet immobilier locatif. Et à la suite de ça, en fonction de vos besoins, on vous fait une proposition de service pour vous accompagner sur la gestion, par exemple, d'une SCI ou d'une activité de location meublée, ou voilà, adapté à vos besoins. trop bien. Top. Si, peut-être une autre question. Donc, tu es basé sur Bordeaux, mais tu accompagnes des gens dans la France entière? Oui, c'est ça, oui. Alors, on est basé exactement sur la région bordelaise. On a 2 établissements sur la région. Aujourd'hui, on travaille avec des investisseurs immobiliers dans toute la France. Donc, après, on a des outils de dématérialisation. On a l'habitude de travailler à distance sans aucun problème. J'ai une question pour toi vis-à-vis de ta clientèle. Tu t'es spécialisée dans les investisseurs. C'est un choix particulier ou c'est parce que, vu que tu es investisseuse, naturellement, tu es investisseur? Ah ben les deux en fait parce que oui c'est ça forcément un petit peu lié parce que moi j'ai été dans beaucoup de réseaux liés à l'investissement immobilier donc après petit à petit ça mène quelques clients et puis voilà qui ramènent d'autres clients et globalement ben voilà ça c'est un secteur pour nous qui a très vite grossi donc et puis ça moi c'est un secteur qui m'intéresse qui me passionne donc aujourd'hui c'est un choix de développement on souhaite se développer vraiment sur la partie suivi des investisseurs immobiliers. Ouais, c'est trop bien. Top. Et aujourd'hui, du coup, ça représente combien de personnes ton cabinet? Là, ça représente, on est à peu près, avec mon associé, on est 16 au sein du cabinet. Ah ouais, quand même, ça. Donc, voilà, on a un juriste pour la partie rédaction des statuts, création de société. Voilà, on a un service juridique. Et après, on a des collaborateurs qui suivent les différents dossiers. Et après, moi, j'interviens en support sur des rendez-vous spécifiques ou sur des rendez-vous de fin d'année auprès des clients. Ah ouais, c'est trop bien. Ok. Bon, moi, je recommande, j'ai fait mon premier rendez-vous de découverte, on va dire, avec Célia. Comme vous pouvez le voir, elle est très elle écoutera tout ce que vous avez à lui dire. Si elle trouve ça farfelu, elle vous le dira aussi. Alors, on a une autre question. est-ce que c'est possible de savoir le coût à l'année pour la gestion d'un bien en LMNP? Oui, alors après, bon, même chose, là, les tarifs sont libres. Nous, nos honoraires pour un bien simple, sans particularité, un bien, un appartement, par exemple, on est à 600 € TTC à l'année pour la gestion comptable. Et après, on applique un forfait pour la gestion de biens complémentaires, concrètement. Il faut savoir que si vous investissez après en LMNP et que vous n'êtes pas en indivision, c'est-à-dire que vous investissez, vous êtes marié, vous investissez seul, on vous fait adhérer à un centre de gestion agréé et ça vous permet d'avoir une réduction d'impôt de 2/3 des honoraires comptables. Attends. Je viens de dire un truc là. Centre de gestion agréé. Oui, non, mais ça, je le connais par cœur. Mais tu viens de dire, si tu es en indivision
Donc, Ouais. ça, je le sais, je suis en indivision. Mais du coup, toi, tu investis seul. Par contre, si tu es marié, tu n'es pas en indivision? Alors en fait, ça dépend du régime matrimonial. Concrètement, quand on est marié sous la communauté, on n'est pas en indivision. Ouais. Et tu es marié sous le régime de la séparation, par contre, tu l'es. C'est ça. Oui, mais non, mais cherche pas. Elle est filou, elle, hein. Elle essaie de trouver des astuces. Donc, inscription au CGA. Donc oui, voilà, c'est hyper intéressant. Hein. C'est-à-dire que vraiment, pour le coup, quand vous êtes alors pas en indivision, les honoraires comptables, c'est un tiers de ce qu'on vous facture. Hein. Donc c'est vraiment très peu élevé en fait, concrètement. Donc ça, c'est de l'or en barre. Merci pour cette petite astuce. C'est bientôt la fin de CGA, non? Alors oui, alors les centres de gestion sont réformés concrètement. C'est la fin. Alors en fait, avant, il y avait deux intérêts à adhérer à un centre de gestion agréé. Donc il y avait le premier, qui reste d'ailleurs, c'est d'avoir une réduction d'impôts liée aux honoraires comptables. Donc ça reste. Le deuxième intérêt, c'est que quand vous étiez en bénéfice, en fait, si vous n'aviez pas adhéré à un centre de gestion agréé, au départ, on vous majorait votre bénéfice. C'est-à-dire que si vous aviez 10 de bénéfices, ben, vous étiez imposé sur 11, enfin, ou sur un peu plus d'ailleurs. Au départ, c'était 25%. 25%, ouais. On vous va majorer de 25% votre base de résultat. Donc, en fait, dès que vous étiez en entreprise individuelle, donc en location meublée, en situation de bénéfice, il fallait absolument adhérer au centre de gestion agréé puisque ça vous évitait d'être taxé au niveau de l'impôt sur le revenu, en fait. D'accord. Donc ça saute. La dernière année, c'est donc 2022. Si vous n'avez pas adhéré, vous avez une majoration de 10% de votre résultat au niveau de l'impôt sur le revenu. Après, à partir de 2023, vous n'avez plus besoin de ça. Mais par contre, la réduction d'impôt sur les honoraires comptables fonctionne toujours. Ok, donc du coup, si tu es en indivision, tu le faisais uniquement pour la non-majoration de 25%. On le fait que quand il y a un résultat bénéficiaire, concrètement. Mais maintenant, ça, d'ici, alors 2022, tu as dit encore une majoration de 10%, mais après 2023, il n'y aura plus besoin. Non, de toute façon, en division, tant qu'on était en déficit, nous, on ne faisait pas adhérer nos clients au centre de gestion agréé parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Mon comptable, moi, il nous a fait adhérer alors qu'on n'est pas bénéficiaire. Mais bon. Il y a encore une question de Stéphane. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous comptez aussi des SCP patrimoniales? Des SC patrimoniales. Société civile patrimoniale. Point d'interrogation. Oui, alors après, société civile patrimoniale, donc effectivement, la société civile immobilière est une société civile éventuellement, mais effectivement, on peut avoir notamment des sociétés civiles qui servent de société holding, par exemple. Ça, c'est un cas très fréquent. Donc oui, on peut s'occuper des créations de sociétés civiles patrimoniales. Très bien. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, nous allons clôturer le débat. Il y a du monde qui arrive encore. Ouais. En tout cas, c'était vraiment hyper intéressant. Coucou. Ouais, merci beaucoup. Ben, merci pour les questions, pour l'invitation. C'est hyper riche parce que la fiscalité en France, c'est pas facile à comprendre, on peut se le dire, et en plus de l'aborder de manière pédagogique, comme je te disais tout à l'heure, ça c'est encore un point supplémentaire parce que parfois quand tu vas voir un expert comptable pour l'avoir fait quelques fois, tu es en face de la feuille blanche, tu comprends pas grand chose. C'est quand même assez technique et en plus c'est très variable. Il y a plein de choses qui varient, comme tu vois ce qui est en train de se passer aussi en ce moment. Voilà. Donc c'est cool de pouvoir avoir quelqu'un qui a de bons conseils. Moi j'ai une petite question encore du coup. Si tu adhères au CGA et que là du coup tu te rends compte que ça n'a plus d'intérêt en 2023, si j'ai bien compris, quand tu es en indivision, il n'y a pas de. Enfin, c'est pas gênant de dire j'y ai adhéré et puis maintenant je n'y adhère plus. Oui, non, c'est ça. Il faut indiquer au centre de gestion que vous arrêtez l'adhésion. Et de toute façon, si vous ne payez pas la cotisation, ça vaut radiation. Donc. D'accord. Okay. Ah oui, c'est un peu. Ce qui se passe d'ailleurs quand les centres de gestion parfois relancent certains clients qui ne répondent pas, en fait, à un moment donné, ils vous relancent une fois, deux fois, trois fois. Bon, voilà. Au bout de quelques mois, si vous ne répondez pas, que vous ne payez pas les cotisations, ils vous radient. D'accord. Ok. Donc, si vous souhaitez arrêter d'adhérer, vous envoyez un mail pour indiquer que voilà. C'est plus poli quand même. Voilà, c'est ça. Alors, Delphine, Stéphane dit merci. Célia, je vous suis depuis un moment et j'adore. Merci. Delphine, merci Célia. Ah non, ça c'est quelqu'un d'autre. Célia, t'es un client. Merci Célia, j'ai rendez-vous avec jeudi, avec vous.
et j'ai hâte. Ah, mais très bien. Et pour le replay de Delphine Cloutet, évidemment, il y aura un replay si je sais comment enregistrer, vu que c'est le premier qu'on fait, mais normalement, tu devrais m'en sortir. Et je le mettrai juste après. Quand tu quittes, ensuite, ça te propose en suivant de publier le live, en fait. Ok, Parfait. Tu devrais y arriver. Merci pour tes encouragements. Merci en tout Quand cas. une comptable donne des conseils à une community manager, c'est assez difficile. C'est quand même le premier live que je fais. T'imagines, t'en as fait beaucoup plus que moi, c'est un truc de fou. Hein. Le monde est à l'envers en ce moment, c'est n'importe quoi. En tout cas, merci. Un grand merci, Célia. Mais merci à vous, en tout cas. Ravi de l'invitation. Et puis, c'était top. À très bientôt. Et puis, je te dis, et merci à vous toutes les filles. Voilà. Merci à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Salut, ciao. Alors, Oui, terminé maintenant.